Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue. Bienvenue à cette série de conférences de séminaires, vulnérabilité, entrer en vulnérabilité ou en sortir. On se rencontre de semaine en semaine, on a le privilège de rencontrer des conférenciers, conférencières vraiment formidables. Alors, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on accueille deux conférenciers, conférencières. D'abord, Mme Chantal Verdon, qui est professeure titulaire à l'Université du Québec en Outaouais, le campus Saint-Jérôme, à la faculté de sciences infirmières. Et on va accueillir aussi M. Gilles Nadeau, qui est accompagnateur spirituel à la maison Michel Sarrazin au centre de Bourg, Bon Enfant Dillon, qui est lié à la maison Sarrazin. M. Nadeau est aussi membre de plusieurs comités scientifiques en soins palliatifs. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mme Verdon. Donc, je vais m'entretenir avec vous de la vulnérabilité des soignants et au contact des soignés. Vous allez voir, donc, mes intérêts de recherche ont porté sur le sujet là, depuis une quinzaine d'années. Puis ensuite, je vais vous présenter une approche philosophique qui m'a vraiment beaucoup imprégnée comme intervenante. Je le suis toujours d'ailleurs. J'ai une clinique à l'université où je rencontre beaucoup de familles qui vivent des décès. Et nécessairement, ça teinte mes travaux de recherche et ma pensée par rapport à tout ça. Puis je vais vous parler des implications et des retombées de ces réflexions. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que ma prémisse de départ, c'est vraiment de dire que, moi, je postule que la vulnérabilité, elle est nécessaire chez les soignants parce qu'elle permet justement pour le soigné de s'ouvrir à sa propre vulnérabilité. Puis je vais vous montrer des exemples puis des travaux que j'ai menés depuis les 10 dernières années qui le démontrent. Donc, s'ouvrir à sa propre vulnérabilité, ce que j'ai constaté auprès des soignants, c'est que c'est pas quelque chose qui est évident. Il faut la reconnaître d'abord, qu'on est dans un état de vulnérabilité. Et ensuite, ça ouvre, donc, comme je le disais, à la vulnérabilité de l'autre. Puis je vais vraiment vous donner des exemples concrets. Et je pense que tout ça permet d'être de meilleurs soignants. Ce qui est quand même pas banal parce que la formation que nos soignants ont reçue, puis quand je parle de soignants, je parle des médecins, des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, mais on ne les a pas formés de cette façon-là. Et c'est ce que j'ai constaté dans mes travaux et c'est un peu de ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Quand je parle à des intervenants, puis j'ai envie de dire que oui, mes travaux avec une méthodologie organisée et vraiment avec un titre de chercheur, ça fait 15 ans, mais j'ai commencé ça en 96, 97 et les mots qui venaient de la bouche des intervenants, c'était vraiment de la souffrance, de ne pas savoir où on met nos limites, beaucoup de fatigue et justement la notion de distance qui était vraiment complexe. Donc, je m'en suis rendu compte assez rapidement dans ma pratique. Puis, je m'intéressais à cette époque-là beaucoup au deuil périnatal. Donc, dans un espace de soins où les infirmières, les médecins œuvrent dans un contexte où on pense que c'est le bonheur à tous les jours. Ben non, en deuil périnatal, on le voit. Je dis à la salle d'accouchement, le deuil périnatal, c'est très présent. Et je me suis rendu compte, de fil en aiguille, que indépendamment du titre d'emploi ou du secteur d'activité qu'on exerce, donc qu'on soit médecin, psychologue, travailleurs sociaux, ces termes-là revenaient beaucoup. Puis là, j'ai envie de vous dire qu'en soins palliatifs, la petite variante majeure, je ne peux pas dire petite, hein, c'est l'aide médicale à mourir. Donc, je vous dresse un petit portrait ce matin parce que ça fait 10 ans que j'ai terminé ma thèse moi, en 2012. Fait que je vais vous présenter un petit peu l'aboutissement de ces réflexions-là qui sont arrivées en 2012. Mais aujourd'hui, je veux qu'on les regarde. C'est certains projets que je vais vous montrer. Ça fait 10 ans. C'est au-dessus d'à peu près 300 à 400 intervenants que j'ai rencontrés dans différents secteurs. On ne va pas s'y attarder au complet parce qu'on a un temps restreint. Mais ce point de départ-là, c'est beaucoup grâce aux études. Hein? Qu'est-ce qu'ils disaient les études? Les études, ils disaient que les jeunes soignants sont plus à risque. Vous allez voir, mes projets ont démontré que non. Vous allez voir aussi que le contexte de soins semble influencer l'état des intervenants. J'ai envie de vous dire que mes projets ont démontré que non. L'environnement de travail, ça oui.
l'environnement de travail dans lequel exercent les soignants, puis on le voit avec la pandémie, c'est important. Le soutien par les pairs, mais encore faut-il être capable de nommer quand on va pas bien, puis d'avoir un esprit d'équipe qui va recevoir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. On a réalisé, puis déjà en 2012, les écrits en parlaient, que le bagage personnel que l'on a comme personne peut venir influencer comment on va vivre les interactions avec les soignés. Et la formation reçue au Québec, la formation concernant le deuil, ce n'est pas une formation qui est obligatoire, elle est optionnelle. Les intervenants, beaucoup les infirmières, même les médecins, les travailleurs sociaux. Puis aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer tous les extraits des témoignages des personnes que j'ai rencontrées parce que ça en ferait vraiment beaucoup trop. Mais je vais vous montrer où aller voir parce que des conférences que j'ai données où j'ai vraiment des extraits, des verbatims de médecins, de travailleurs sociaux, de psychologues qui vont me le dire qu'ils n'ont pas reçu de formation. Ils sont arrivés dans les milieux puis ils ne savaient pas comment accueillir la vulnérabilité. Fait que ça a un impact majeur selon ma perspective. Puis, je vais vous donner quelques exemples. Ça, c'est entre 2015 et 2017, je suis allée dans une maison de soins palliatifs et j'ai rencontré 64 bénévoles intervenants. On a passé à peu près 8 heures avec ces intervenants-là et on leur a demandé qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de venir travailler dans une maison de soins palliatifs? Puis là, vous les voyez, les verbatims sont quand même intéressants. J'en ai plus que 64 parce que chacun avait beaucoup de choses à livrer comme contenu. Mais il y en a beaucoup qui disaient, ben moi, je veux affronter ma peur de la mort. Et on leur a souvent demandé, puis ça a-tu fonctionné? Puis il y en a beaucoup qui disaient non. Il y en a beaucoup qui nous ont dit, puis beaucoup de bénévoles, puis j'avais autant d'hommes que de femmes dans ces groupes-là. Parce que j'avais beaucoup de bénévoles hommes en maison de soins palliatifs qui faisaient un autre travail dans leur vie, comme banquier, comme dentiste. J'avais vraiment de tout. Il y en a qui disaient, je suis ici parce que je veux donner aux autres. J'aimerais ça leur redonner le sourire. On se replace en perspective en soins palliatifs dans une maison de soins palliatifs. Les gens sont là pour 3 mois à peu près. C'est un pronostic de 3 mois, puis ils vont mourir. Donc, ce que nous, on a constaté comme chercheurs, c'était que, oh mon Dieu, les intervenants, ils s'en mettent beaucoup sur les épaules. Puis de voir la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est difficile. J'ai besoin de me sentir utile. Là, il y en a qui en avaient pour leur compte. Puis il y en a qui disaient, je veux faire la différence dans la vie des personnes en fin de vie. Mais des fois, ça ne marche pas. Donc, c'est là qu'on a travaillé avec ces gens-là. Puis ça, c'est des éléments qui nous inquiétaient beaucoup comme chercheurs. Parce qu'on s'est dit, mon Dieu, on a entendu ça, là, à la suite, on a gratté un petit peu. Puis les gens nous disaient, je sens des hauts et des bas au travail, des montagnes russes. Parfois, je pleure sur moi-même. J'ai appris à me barrer de mes sentiments. Il ne faut pas être émotif. J'ai pris toute sa peine. Je n'ose pas exister. Je suis à la merci du besoin. Être capable de me mettre de côté, voilà ce que je veux atteindre. On était très inquiets. J'étais avec d'autres collègues à moi. On a constaté donc que la vulnérabilité dépend du contexte de soins, mais quand j'écoute les intervenants, puis quand j'écoute les familles aussi, ils vont me dire, ouais, mais en soins palliatifs, ils le savent, les gens vont mourir, donc ça va mieux, les soignants qui travaillent en soins palliatifs, ils le savent. Non. C'est ça qu'on a constaté. Ensuite, j'ai mené une autre étude, c'est un petit peu chronologique, là, en 2017-2019, où là, j'ai regardé en première ligne. Et là, je me suis beaucoup intéressée au deuil après la mort. Il se passe quoi avec les familles? Parce que ça, c'est un des intérêts de recherche assez importants. J'ai l'hypothèse que les gens, quand ils perdent un proche, puis surtout ceux que quand ça fait longtemps que la maladie était présente, donc nos proches aidants, ils se font dire par l'entourage, ben, tu dois être soulagé, tu sais, ça enfin, tu sais, ils souffrent plus. Puis là, ben, ils se font parler, puis ils se font dire, mais tu savais qu'elle allait mourir, fait que, tu sais, il me semble que ça fait moins mal. Et donc, je me suis fait comme hypothèse que, ben, peut-être que de se faire dire tout ça nuit
à l'expression de cette peine puis de cette tristesse et donc de la vulnérabilité qu'on peut ressentir. Fait que vous voyez, c'est les intervenants que je suis allée regarder parce que je veux savoir, ils font quoi avec ces familles-là quand ils les voient? Donc, j'avais quand même des infirmières de praticiennes de première ligne qui ont donc des suivis avec des familles. J'avais des infirmières, j'avais un travailleur social. C'était comme un petit projet pilote. Et j'ai entendu des témoignages assez bouleversants pour justement voir que, ben, les gens, ils me nommaient, ben, mon expérience personnelle liée pour quelque chose. Et ben, si j'ai déjà vécu des décès, j'ai déjà vécu moi-même comme intervenant des deuils, ben, il y a quelque chose, il y a une ouverture qui se crée par rapport à ma propre vulnérabilité. Donc, c'est un atout, mais c'est pas, puis ça n'a pas rapport à l'âge. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais de très jeunes intervenantes ou intervenants et que ces gens-là, souvent, avaient l'air plus solides. Ils nous le mentionnaient, qu'ils se sentaient plus solides que des personnes que ça faisait 30, 40 ans qui travaillaient. Donc, c'est parfois des atouts d'avoir une expérience personnelle, mais parfois, ça en était un inconvénient. Un inconvénient, par exemple, quelqu'un qui va me dire, tu sais, moi, ma mère est morte, puis 2 semaines après, j'étais au travail, puis tout allait bien. L'intervenant qui a vécu ça, ben, va avoir une réponse à la vulnérabilité très différente de celle qui a trouvé ça plus difficile. Fait qu'on est en train de, tranquillement, là, je vous emmène vers ma prémisse. Rapidement, le projet intemporel, je peux malheureusement pas vous en parler. J'ai rencontré pendant la pandémie, donc entre mai, puis c'était pas prévu, entre mai 2020 et juillet 2021, 66 intervenants partout au Québec. Et c'est là que j'ai vraiment touché à la vulnérabilité. Vous allez peut-être penser que c'est parce que c'était la pandémie, mais je n'ai pas l'impression que c'était parce que c'était la pandémie. Les verbatims, les extraits, les témoignages de ces 66 intervenants-là dataient de avant la pandémie. Beaucoup des travailleurs sociaux, des psychologues qui m'ont dit, moi là, Chantal, je ne peux pas boire avant la veille d'un travail et d'un accompagnement parce qu'il faut que je sois toute là. La personne, là, elle ne va pas bien, puis il faut que j'aille une bonne vie, il faut que je fasse du sport, il faut que je dorme, il faut que je me mette... Parce que moi, je ne vais pas bien, puis je le sens que je ne vais pas bien. Ce qui est important dans cette étude-là, c'est que nos 66 intervenants ont rempli des questionnaires à peu près 2 semaines avant qu'on les rencontre. Et dans les scores des échelles, ils scoraient très positifs face à leur qualité de vie puis à leur bien-être. Donc, on s'est vraiment questionné à savoir, ben quand les gens remplissent un questionnaire, ça veut-tu dire que c'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une autre étude. Je reviendrai un jour vous en parler, mais c'est vraiment pour dire que ça m'a questionnée parce que beaucoup on sentait la détresse parce que la vulnérabilité donc des familles, ce que les familles vont vivre, ça a des effets dans leur vie personnelle, ça a des effets dans leur vie professionnelle aussi. Donc, j'ai mis un lien Facebook parce que si vous voulez aller entendre ce projet-là pendant 1 heure, ben, j'ai beaucoup d'extraits puis j'ai vraiment beaucoup de contenu que que vous pourriez visionner. Donc, que disent les soignants sur leur vulnérabilité? Bien, à tout moment, dans tout travail, ils sont confrontés à la vulnérabilité de l'autre. Ils sont vraiment touchés par certains contextes de décès plus que certains autres. Mais encore là, j'ai envie de dire que je ne peux pas généraliser. C'est sûr que de voir un homme pleurer chez nos intervenants, autant les intervenants mâles que femmes, ils ont de la difficulté. Le décès d'un enfant, c'est quelque chose qui est vraiment problématique pour les intervenants. Et toutes les situations où ils se voient, ça pourrait être moi qui vis ça. Donc, il y a un risque d'épuisement, d'usure de compassion et de désengagement face à leur travail. Je me suis beaucoup questionnée, que dit la littérature? Comment on guide nos intervenants? Eh bien, je me suis rendu compte que, bon, on parle beaucoup entre eux, les intervenants, même les médecins ou autres, ils nous l'ont dit, quand ils voient quelqu'un de vulnérable, ils vont dire hey, rebondis parce que tu t'en sortis, tu ne feras pas long feu chez nous, là.
si tu pleures pour ça, là. Fait qu'il y a fait que des fois, l'environnement n'est pas toujours utile. On a parlé beaucoup aussi de mettre cette distance pour s'assurer de demeurer professionnel. Fait que ça fait longtemps que je vois qu'il y a un conflit entre être professionnel et être humain. Et assez que dans la littérature, quand j'étais tombée sur cet article-là de 2011 où on parle des professional tears, je me suis dit, il y a quelque chose, il y a un langage aussi dans la littérature. On a beaucoup questionné la notion de sympathie et ça a été le début de mes études en philosophie parce que les autres professionnels avaient des règles assez floues. Et de nouvelles études aussi qui tendent à émerger. Je l'ai mis parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeune chercheur, Barbeau-Meunier. Vous irez voir ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que dans une de ses études, il parlait de la sympathie, qui est une dimension de l'empathie. Et moi, je forme vraiment 300 à 400 infirmières par année, surtout au 2e cycle, qui vont me dire « mais c'est pas professionnel d'être sympathique. Moi, je suis pas sympathique. » Puis quand ils me disent ça, juste la phrase « je suis pas sympathique », remis dans un autre contexte, je me questionne souvent. Donc, rapidement, je voulais vous montrer, j'aurais pu passer 3 heures avec vous et plus. J'ai des capsules, je peux malheureusement pas en parler longtemps, mais ils sont sur le web dans certaines de mes conférences. Moi, j'accompagne beaucoup de familles qui perdent un enfant. Ici, vous en avez 2 témoignages, un de Mélanie et de Louis-Philippe. Louis-Philippe a perdu son petit bonhomme à l'âge d'1 an à l'urgence et il y a un soignant, il y a un infirmier qui a pleuré. Et ça fait 5 ans, puis Louis-Philippe, il me dit « Chantal, je pense toujours à lui. Il a ouvert à ma vulnérabilité. » C'est comme s'il m'a autorisé à pouvoir vivre ma peine. Même chose avec Mélanie qui me dit tout le temps « Hey, j'ai le droit de pleurer. » Même le médecin pleurait. C'est comme ça autorise. Fait que disent les soignés? Les soignés, de voir l'émotion du professionnel, c'est quelque chose qui va venir les toucher, qui va les autoriser. C'est pour ça que je pense que la vulnérabilité chez les soignants, elle est utile, elle est nécessaire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des besoins chez les familles, il y a des besoins chez les soignants. Et ça fait longtemps que je le vois que c'est assez commun parce que j'anime et des groupes de deuil de parents et des groupes d'intervenants, des communautés de soutien, comme on peut dire. Et souvent, là, je pourrais me fermer les yeux et dire, voyons, je suis dans quel groupe? Est-ce que je suis dans le groupe de parents endeuillés ou dans le groupe d'intervenants? Parce que les émotions sont similaires, les questionnements aussi. Donc, l'analyse de ces projets-là m'ont amené beaucoup c'était l'objet de mes travaux quand j'étais au doctorat, là, quelques années déjà. Et la première chose, c'était de dire, cette analyse-là, c'est je me protège quand j'ai le sentiment qu'autrement, je ne serai pas utile. C'est ça que j'entends chez les intervenants. Je ne peux pas me mettre à pleurer. Je peux pas. Puis c'est sûr que s'il passait, il faut qu'il donne la boîte de Kleenex aux soignants. On est rendu, c'est peut-être la limite. Mais de voir une certaine fragilité, c'est sûr que la vulnérabilité donc, du soignant, elle donne une reconnaissance, je l'ai dit tout à l'heure, puis c'est un paradoxe, une contradiction, parce que je crois que ma vulnérabilité, elle ne sera pas utile, mais au contraire. Et j'ai beaucoup regardé dans mes travaux les paradoxes. J'aime beaucoup Parsi, qui est une théoricienne dans mon domaine en sciences infirmières, qui dit « tous les êtres humains sont faits de paradoxes ». Et ces paradoxes-là ont raison d'être, puis on dirait qu'elle quand on la nomme, quand on nomme qu'on est dans une contradiction, il y a comme quelque chose qui se crée chez les personnes. Je le vois avec les intervenants, je le vois avec les familles. Une famille en soins palliatifs, être soulagée que la personne qu'on aime ne souffre plus, mais avoir la peine qu'on ne l'a plus dans notre vie. Et c'en est un paradoxe. Puis on dirait que quand on le nomme, ben ça relativise. Il y a quelque chose qui se crée. Donc, les soignants font ce qu'ils font pour la mission qu'ils se donnent. Puis ça, c'est une des choses que je regarde beaucoup avec les soignants. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous motive à être là? Et je me suis rendu compte que bien, ça permet justement parfois de remettre les choses à la bonne place. Vous allez voir, on va en parler. Et donc,
La distance ici crée une perte de sens. Et si ils s'en rendent compte par eux-mêmes, je suis là pour aider les autres, je suis là pour être touchée parce que c'est ça que je veux faire dans la vie, mais je mets une distance, puis au final, beaucoup se questionnent. Et dans mon domaine en sciences infirmières, c'est sûr que beaucoup d'infirmières ont quitté la profession parce qu'elles sentaient qu'elles ne pouvaient pas aller chercher un sens dans ce qu'elles faisaient. Donc, la question que je me suis beaucoup posée, puis que je me pose encore, c'est comment être professionnel et accueillir sa vulnérabilité. OK? Accueillir qu'on est capable de coexister avec cette vulnérabilité-là. Un des concepts que j'ai profondément aimé, c'est l'intersubjectivité. Oui, j'aurais pu aller lire plein d'auteurs, puis au tout début de ma quête philosophique, que je dirais, oui, j'ai regardé dans mon domaine. Puis dans mon domaine, une des théoriciennes importantes avait nommé que l'intersubjectivité allait régler le conflit. C'est le conflit entre être professionnel puis être objectif versus être humain, être sensible. Dans mon domaine, il n'y avait pas de réponse. C'est une des raisons pourquoi je suis allée en philo. Puis oui, au départ, là, j'aurais pu vous dresser le premier portrait. J'avais Merleau-Ponty, Lévinas, Martin Bobin, Gabriel Marcel. Puis là, je me suis dit, bon, je veux finir ma thèse un jour. J'ai fait un choix, mais j'ai gardé mon préféré. C'est vraiment un choix particulier parce que j'ai choisi Gabriel Marcel. Puis aujourd'hui, j'en suis très heureuse parce que c'en est un qui est peu connu. Mais Gabriel Marcel a dit la phrase que j'avais besoin d'entendre parce que je me faisais toujours dire ça comme infirmière. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Et il a écrit ça dans ses travaux. Puis c'est la première fois que je voyais ça, puis je me suis dit, oh mon Dieu, il va me dire comment. Il va me donner la clé. Et donc, l'intersubjectivité, lui, comment il l'a défini? Vous les voyez, les concepts qui sont un peu synonymes, c'est la notion d'amour. Puis là, vous allez me dire, oui, mais dans un contexte de travail, oui. Le concept de présence, de disponibilité, le nous, il est vraiment dans la... Tu sais, il y a des auteurs philosophiques qui ont parlé du « je pense », mais lui, il a parlé du « nous sommes ». Il a parlé du « nous » et la communion. Donc, prendre soin de soi pour prendre soin des autres, c'est vraiment un leitmotiv que j'ai commencé à intégrer dans mes propos, dans mes formations. C'est comme quand on prend l'avion, on dit, si l'avion crash, première des choses, c'est de mettre son masque d'oxygène, même si tu as plein d'enfants autour de toi, tu mets ton masque en premier. C'est pas être égoïste. Au contraire, c'est justement de s'assurer qu'on va pouvoir aider le plus de monde possible. Fait que ça rejoint beaucoup le domaine des soignants. Et ce concept-là, assez, j'ai envie de dire simplement, c'est le soi vers l'autre. Puis je me souviens, quand je faisais mes études, mes directrices me disaient, la flèche, elle devrait aller dans les deux sens. Et je disais, non, c'est ça la particularité de Gabriel Marcel. C'est moi d'abord. Mais il y a une virgule, il n'y a pas un point. C'est une virgule pour aller vers l'autre, un peu comme le masque d'oxygène. Puis j'en ai beaucoup d'intervenants qui vont me dire, moi, Chantal, c'est ça, j'ai de la misère avec ça, mettre mon masque. Je mets le masque à tout le monde, mais moi, je ne le mets pas. Donc, c'est de décentrer, en fait, notre attention. Puis, c'est pas. J'ai même été à regarder un peu plus loin, c'est quoi être égoïste? Parce qu'il y en a qui me disent, c'est égoïste faire ça. Puis là, non, être égoïste, selon le dictionnaire philosophique de Lalande, c'est un amour excessif de soi. On n'est pas là, on n'est pas dans l'égoïsme ici. On est vraiment dans décentrer le moi centré sur l'autre, qui ne se préoccupe que de l'autre pour être moi vers l'autre et donc être aussi à l'écoute de ce que je ressens. Donc, succinctement, je vous montre rapidement le modèle qui a émergé. Ça, c'est le premier prototype, si je peux me permettre de le dire comme ça, avec du rouge, de façon, on dirait, qui est très linéaire, mais on s'est amusé depuis 10 ans à le déconstruire avec les étudiants. Et aujourd'hui, ça donnerait probablement quelque chose de très circulaire, de très malléable. Mais ces 23 théories qui sont nées de l'analyse du corpus de connaissances de Gabriel Marcel sur l'intersubjectivité, et je l'ai comparé aux sciences infirmières pour en faire émerger avec une analyse dialectique
les éléments que vous avez dans ce modèle-là, mais puis je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire avec d'autres professions. Puis aujourd'hui, je le sais que ces autres professions-là ont un discours comparable au nôtre en sciences infirmières. Donc, quand j'ai commencé à présenter le modèle MIRIS à des intervenants, à des bénévoles, ils m'ont tous dit, mais ça, c'est pour tout le monde, pas juste pour les infirmières. Je dis, non, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que la nouvelle mention du MIRIS, c'est intervenant sujet. Ça a plus de connotation nursing parce que quand je l'ai présenté, surtout à la maison de soins palliatifs où les intervenants et les bénévoles me disaient, mais moi, ça me parle avec mon conjoint, ça me parle avec mes enfants. C'est devenu quelque chose d'exportable. C'est en mouvance aussi. Puis j'ai envie de vous dire que très humblement, il y a beaucoup d'études encore à faire avec ce modèle-là parce qu'il est tout jeune, puis on est en train justement de voir comment on pourrait l'insérer. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 propositions. Les 5 propositions qui découlent de ce modèle-là, bien, 1, les rencontres servent à mieux se connaître. Ça, c'est vraiment le leitmotiv de Gabriel Marcel, puis c'est pour ça que je tombe en amour avec lui, parce que je me suis rendu compte, il est décédé en 1973, je me suis rendu compte que je croyais fermement à ça. J'allais moi-même comme infirmière, j'entrais à domicile, j'étais en soins palliatifs, puis je me disais, mon Dieu, pourquoi ce matin, c'est cette personne-là qui est dans mon environnement? J'apprenais des choses sur moi. Fait que ça, on va le regarder. Le partage commun, la deuxième proposition, le miroir, la réflexion seconde et la distance de soi. Donc, dans la première proposition, les rencontres servent à mieux se connaître. En fait, c'est assez simple. Mais c'est juste de voir que si on s'y arrête au contact de quelqu'un, il y a des choses qu'on découvre sur nous. Puis, il faut faire attention. Moi, j'ai une étudiante qui a repris le modèle MIRIS dans son projet de recherche, puis elle a regardé les conflits entre les professionnels et la violence horizontale. Et elle me disait, bien, il n'y a pas d'intersubjectivité, Chantal, quand les gens sont à couteau tiré. Puis j'étais comme, ah, mais non. Je pense qu'on va voir avec ton étude, mais on s'est rendu compte que non. Que justement, quand il y a des conflits, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que je comprends de moi au contact de l'autre. Fait que c'est pas juste dans un moment d'harmonie, là. Ça, c'est surtout quand ça va pas bien. Qu'est-ce que je découvre sur moi au contact de l'autre? Donc, c'est beaucoup le message de Gabriel Marcel qui a voulu nous amener à avoir cette espèce de sagesse, de toujours essayer de comprendre le sens de ce qu'on vit dans nos relations. Ça rejoint beaucoup le deuxième élément qui est le partage commun, ma deuxième proposition, parce que tout tourne dans l'intersubjectivité autour de cette espèce de « je me reconnais dans l'autre ». Puis c'est ce qui m'avait beaucoup touchée quand j'ai les lu, puis moi, je vais le nommer aujourd'hui comme des atomes crochus, mais parfois, c'est autre chose. Des fois, c'est justement, on a des atomes crochus, puis l'atome crochu que l'autre a avec moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de voir chez moi. Je l'utilise beaucoup avec mes intervenants à l'urgence. C'est eux autres qui prennent sur eux constamment. Il y a beaucoup d'intervenants qui vont me dire, moi, je me laisse dans le stationnement, Chantal, je n'existe plus quand je rentre travailler. Et là, il y a un monsieur qui rentre dans leur salle en colère. Et cette colère-là, lui, il ne se la permet pas. C'est sûr qu'il va réagir plus violemment. Et on apprend avec le MIRIS comme juste être. Mais c'est vrai que si moi, j'accueille ma colère, pas que je crie, mais que je suis connectée à ma colère, il est possible que je vais accueillir davantage et plus facilement la colère de l'autre. Donc, c'est une notion, le partage commun. On peut partager des émotions parce que les êtres humains, c'est ce que Gabriel Marcel nous disait, l'autre, il est un autre moi. Et donc, cette relation entre moi et les autres, c'est important. Puis parfois, c'est de se reconnaître dans l'histoire de l'autre. Et c'est dans ça. Puis c'est pour ça que quand je fais des suivis avec des intervenants, on prend les événements où ça n'a vraiment pas bien été pour justement faire émerger une prise de conscience. Puis les prises de conscience seront différentes d'un intervenant à l'autre. Donc, le partage commun, c'est la deuxième proposition du modèle. Puis donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est qu'est-ce qui me ramène à moi au contact d'une autre personne? Qu'est-ce que j'ai en commun ou pas? Puis ça se peut que la personne elle réveille
tout simplement quelque chose chez un membre de ma famille que j'aime pas. Mais c'est la beauté là, de cette prise de conscience qui est l'intersubjectivité. La deuxième proposition, c'est le miroir. J'ai utilisé aussi un peu la pensée de Martin Buber là-dedans parce qu'on se connecte au contact des autres par les émotions. L'autre va justement donc me refléter cet état d'âme-là. Puis on parlait juste de colère tout à l'heure, c'est un bel exemple. Si moi, je ne veux pas voir la colère chez moi, ben, la colère chez l'autre, ça va être quelque chose qui va être difficile. Et tout simplement d'en prendre conscience. La souffrance aussi, puis je l'utilise avec les familles endeuillées. Les familles endeuillées, là, quand on perd un enfant, puis après, on rencontre le côté social, toutes les personnes qui gravitent autour de nous, puis ils vont me le dire. Chantal, tout le monde me dit ça va bien. Ils me suggèrent d'aller bien parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, ma peine. Mais ça, c'est beaucoup en lien avec ces auteurs, ces philosophes qui m'ont imprégnée. Parce que c'est sûr que si moi, dans mon quotidien, ma souffrance, je n'ai pas envie de la regarder, je n'aurai pas envie de regarder celle de l'autre. Fait que j'utilise beaucoup les intervenants, mais aussi les familles à regarder puis à comprendre que ce n'est pas moi le problème, mais c'est que l'autre, c'est justement sa limite à elle. Donc, prendre conscience du miroir, c'est aussi le début de cette écoute de soi, puis de relativiser parfois certains éléments. C'est plus profond que ça, mais le temps file. La réflexion seconde, c'est vraiment une réflexion chez Gabriel Marcel qui m'a aussi énormément imprégnée dans ma prise de conscience parce que dans le fond, ce qui nous amène à dire, quand il parle du « nous sommes », quand il parle de la communion, de l'importance de considérer les êtres autour de nous, il va dire que l'aboutissement ultime, c'est d'aller vers cette réflexion seconde. Et la première, la primaire, hein, c'est de comprendre ce que je ressens. C'est comparable en sciences infirmières ou à d'autres secteurs d'activité, la pensée réflexive. Puis, c'est une pensée où je suis capable de comprendre des choses, mais la réflexion seconde, où est-ce qu'elle va, elle? C'est ça que Gabriel Marcel nous dit, c'est que c'est un niveau beaucoup plus profond. Puis je suis allée chercher d'autres auteurs en philosophie qui ont écrit un petit livre super intéressant dans le cadre d'une conférence. Puis on nommait que pourquoi c'est plus profond, puis comment on fait? Bien, en fait, c'est quand on voit qu'on plonge dans nos profondeurs pour justement se transformer, être différent. Puis Dieu sait que je ne suis plus la même personne au contact des êtres humains que j'ai côtoyés dans la souffrance puis dans la vulnérabilité. Et il y a eu une période dans ma vie où j'ai arrêté de faire des consultations. Moi, j'accueille beaucoup bénévolement là, des personnes endeuillées. Et je me souviens que c'est égoïste, hein, mais je le faisais beaucoup pour moi, pour me transformer moi, pour donner un sens à ma vie, pour comprendre des choses au contact des êtres qui vivent toutes sortes de vulnérabilités. Et on cherche ensemble, puis c'est ce que j'aime, chercher avec eux, comment aller mieux. Et c'est le rôle d'un soignant. Donc, la réflexion seconde, pour moi, elle a teinté beaucoup toute mon approche. Et la dernière proposition, c'est que Gabriel Marcel, il a outillé de façon incroyable cette fameuse notion de mettre une distance entre vous et les autres pour vous protéger. Moi, en sciences infirmières, on dit ça. Mais lui a dit non. La distance, elle n'est pas entre vous et les autres. C'est par rapport à vous-même. Et ça, c'est quelque chose que je travaille en ce moment avec beaucoup de soignants pour essayer de voir comment on peut faire ça. Je n'ai pas les réponses, là. L'outil, là, pour chacun qui va permettre de prendre cette distance, mais ça invite à la réflexion seconde. En fait, ce que ça fait, c'est que ça invite à voir comment je peux justement travailler sur moi. En fait, le modèle Myris, ce qu'il voulait ultimement faire, c'est de développer cette maturité émotionnelle pour se rendre compte que c'est au contact des autres que je vais comprendre qui je suis, je vais découvrir un paquet de choses, je vais mieux savoir pourquoi je réagis dans telle circonstance de telle ou telle façon. Et donc, l'ultime, puis il arrive même avec une méthodologie, Gabriel Marcel, où il va nous dire au départ, il faut se reconnaître.
Se reconnaître chez quelqu'un. La deuxième étape, c'est se comparer à cette personne-là, puis voir qu'est-ce que j'ai de différent, qu'est-ce que j'ai de similaire, pour arriver à se distinguer. Moi, je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. Et tout ça, ultimement, nous amène, puis ça, c'est les travaux récents où j'ai nommé la différence entre être affecté ou être touché. Donc, ma question de départ qui était de comment être professionnel et accueillir sa vulnérabilité, c'est ces 5 propositions qui nous permettent justement donc de chercher en l'autre ce qui résonne en moi. C'est toutes des choses que j'ai nommées. Changer aussi la question que je me pose. Beaucoup vont me dire, moi, je n'ai pas besoin de recevoir, j'aime donner. Mais Gabriel Marcel retenait, s'il y a une parole qui a été extrêmement importante dans tous ses travaux, c'est une personne qui en fait trop, une personne qui est constamment, uniquement tournée vers les autres. Elle ne s'intéresse à l'autre que dans la mesure où elle est susceptible de se former d'elle une image avantageuse. Et ce, même si elle semble n'être préoccupée que des autres. Il m'a énormément dérangée. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc, développer une maturité, être là dans son travail pour les bonnes raisons, se poser la question. Je suis là pour donner aux autres, je veux changer leur vie ou je suis là car j'ai besoin de gratitude, j'ai besoin de me sentir utile, de faire la différence, d'apprendre des autres. Donc, d'autres outils que j'utilise, pas nécessairement que je vais m'étendre, mais vous nommez aussi que tout est une question de croyance. J'ai d'autres théories, puis vous aurez accès à mes notes qui vous permettront de regarder autres éléments, mais la notion de croyance est importante. Et ce modèle axé sur les croyances permet justement, selon moi, c'est ça le recadrage d'une croyance. Montrer sa vulnérabilité, on peut penser que c'est pas bon, que c'est dangereux, puis que c'est pas professionnel. Je suis en train de la recadrer, cette croyance-là, pour dire que non, elle est utile à notre travail de soignant et ça devient un synonyme de qualité de soins. Et donc, ça améliore nos soins et c'est de l'apprivoiser, cette vulnérabilité-là, pour être un modèle pour les autres. Je ne vais pas plus m'étendre, mais ici, en conclusion, c'est cette espèce d'approche systémique où les systèmes s'influencent les uns les autres. Puis je vais terminer en vous disant, je pense à beaucoup d'hommes en deuil qui, nos études l'ont démontré, on a eu une subvention de Movember où on a regardé beaucoup le vécu chez les hommes. Et chez eux, en tout cas, quand ils voient un intervenant avec de l'émotion, ça leur permet d'aller toucher leurs propres émotions. Et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et ça, je pense que pour juste... Puis on est d'accord, là, on n'est pas en train de dire que le soigné donne une boîte de Kleenex aux soignants, mais de sentir cette vulnérabilité, puis que je suis touchée par ce que vous vivez. C'est ça la différence, c'est que je suis touchée et non, je reviens sur la dernière, et non affectée. Puis ça, il y a une nuance, il y a un monde de différence entre les deux. Ça conclut ma conférence. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Chantal. Merci pour cette conférence inspirante qui nous parle de la vulnérabilité, encore avec des nuances qu'on n'avait peut-être pas encore entendues. On a enrichi le discours, la réflexion, la profondeur. Alors, c'est une invitation radicale, je dirais, à vraiment entrer en vulnérabilité que tu nous présentes avec cette nuance, cette vigilance, mais pas n'importe comment, justement. On va maintenant donner la parole à Gilles, M. Gilles Nadeau, qui est accompagnateur spirituel à la maison Michel Sarrazin. Alors, nous t'écoutons, Gilles. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je m'excuse de ne pas être en présence avec vous. Il y a eu toutes sortes de petits problèmes qui font que je vous rejoins à travers les médias électroniques. Merci à Hélène et à son équipe de l'invitation à participer à ce séminaire. Je considère pour moi, en tout cas, que c'est un privilège de me retrouver avec toutes ces personnes avec des compétences différentes et en interdisciplinarité, de réfléchir ensemble
un aspect essentiel, je dirais, de la condition humaine, la vulnérabilité. Je vous avoue en partant que depuis le moment où j'ai accepté cette contribution, je me suis très rapidement retrouvé moi-même en vulnérabilité. Et j'ai pas eu le goût d'en sortir nécessairement. Ça a retouché forcément ma propre vulnérabilité, mes propres expériences, mais aussi ça m'a amené à porter un regard particulier sur les personnes que je rencontre, avec lesquelles je travaille. Le sujet est vaste, les angles d'approche sont multiples, alors il faut choisir pour ne pas me perdre dans un tel sujet et surtout ne pas vous perdre, vous qui participez au séminaire. Je veux d'abord préciser le lieu d'où je parle et quelle pourrait être ma contribution. Et déjà, avec les propos de Chantal et ceux que j'ai entendus précédemment, on peut déjà saisir des points communs, des liens. Le thème du séminaire, c'est une question. Entrer en vulnérabilité ou en sortir? Point d'interrogation. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que c'était une question un petit peu tordue. Je ne veux pas être malveillant en disant ça, au contraire. Mais tordue dans le sens que c'est complexe, c'est tricoté serré. On tire sur un fil, puis il y a d'autres choses qui viennent. Et si je vais être un peu gamin, je dirais que c'est une question universitaire. C'est peut-être pas important de trouver des réponses. L'important, c'est de réfléchir. Et personnellement, ça m'a amené à réfléchir beaucoup, puis je me rends compte que depuis que le séminaire est commencé, il y a pas mal de monde qui réfléchissent là-dessus. Alors, préciser d'abord le lieu d'où je parle. Alors, depuis 38 ans, je fais partie d'une équipe de professionnels et de bénévoles qui œuvrent, qui sont au service des personnes atteintes de cancer en phase palliative de leur maladie, et cela, la Maison Michel Sarrazin et son centre de jour. La maison, pour décrire rapidement le milieu dans lequel j'évolue, c'est une maison de 15 lits où on accueille des personnes adultes atteintes de cancer avec un pronostic d'environ 2 mois. Donc, ces personnes-là viennent chez nous pour vivre les derniers moments de leur vie. Et c'est clair, tout le monde le sait. Et nous essayons en équipe de soulager les patients, mais aussi de soutenir les proches. Ça fait partie de notre mission. À cette maison s'est ajouté en cours de route un centre de jour, le centre Bonafant-Dionne. Nous y accueillons alors des personnes avec un cancer métastatique ou récidivant, mais qui ne sont pas en phase dite palliative de leur cancer, et nous accueillons aussi leurs proches. Et là aussi, le but est le même, c'est surtout un but de soutien. Et il y a un nouveau service qui est en train de naître en collaboration avec les intervenants du réseau, ce qu'on appelle un service de répit à domicile, où les bénévoles vont aller à domicile pour soulager les proches qui sont en train de vivre les dernières heures, les derniers jours de leurs patients. Alors voilà le milieu dans lequel j'évolue, les personnes que je rencontre. Évidemment, ça va colorer mon propos. Et la maison a aussi une mission de contribuer avec beaucoup d'autres intervenants un peu partout dans la province, au Canada et même dans la francophonie, de contribuer au développement des compétences et de la recherche en soins palliatifs, en partageant nos expériences, en publiant et en donnant des formations. Pour dire de notre conception des soins palliatifs, j'évoque ce que vous savez déjà. Elle se rattache à la définition qu'en a donnée l'Organisation mondiale de la santé en 2002. Alors, on dit les soins palliatifs cherchent à améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles face aux conséquences d'une maladie potentiellement mortelle. Ils intègrent les aspects psychologiques et spirituels des soins aux patients. Alors, je me situe dans l'équipe avec une préoccupation peut-être plus marquée
de la dimension spirituelle des patients, des proches, et j'ajoute aussi des intervenants. Alors, contrairement à la perception qui peut circuler, les soins palliatifs ne sont pas nécessairement terminaux, nous le savons, ils peuvent être proposés à d'autres moments au cours de la trajectoire de la maladie. Mais ce matin, tenant compte de mon milieu, je voudrais vous parler de la vulnérabilité qui accompagne les personnes en fin de vie et leurs proches. Je ne suis pas philosophe, ni médecin, ni travailleur social, ni éthicien. Mais l'expérience spirituelle n'est pas un domaine à part, une espèce de tiroir qu'on ouvrirait de temps en temps, ou un bloc aseptisé, un peu décroché de la réalité. La vie spirituelle ne se vit pas dans un appartement de pièces fermées, aseptisé. Et le travail en interdisciplinarité fait que, des fois, je suis un petit peu médecin, un petit peu philosophe, un peu travailleur social, un peu chercheur, un peu éthicien. Les frontières des compétences sont évidemment très claires, mais la vie fait que des fois, on n'est pas dans le flou, mais on est dans le commun. Et ce qui me rassure, c'est que mes collègues, travailleurs sociaux, médecins, infirmières, bénévoles, sont appelés eux aussi parfois à être un petit peu accompagnateurs spirituels. Alors voilà le lieu d'où je parle ce matin de la vulnérabilité, ce qui fait que je veux vous emmener avec moi dans un petit voyage dans ce domaine et vous invitant à écouter en cours de route des résonances qu'il pourrait y avoir et puis peut-être déjà faire des liens avec ce qui a été dit depuis le début. Le premier défi que j'ai rencontré dans ma réflexion, c'était le titre du séminaire. Entrer en vulnérabilité ou en sortir. Évidemment, selon ma formation académique, imaginez-vous, je suis de l'époque des cours classiques, j'ai une tendance un petit peu cartésienne à vouloir tout de suite trouver une définition de la vulnérabilité, puis à me laisser guider par ma définition. Et c'est quand même fondamental, si on ne sait pas de quoi on parle, comme disent parfois des personnes, ça risque d'être n'importe quoi. Et j'avoue une difficulté à définir ce dont je voudrais parler. Et il y a des journées où je rêve d'être philosophe pour en arriver à bien définir les termes. Sauf que ça m'a fait du bien d'entendre depuis le début du séminaire, d'entendre des philosophes qui rencontraient la même difficulté que moi. J'ai appris, par exemple, que fragilité, vulnérabilité, précarité, c'était pas nécessairement la même réalité. On a même entendu que la vulnérabilité était un construit social. J'ai donc choisi de ne pas prendre le chemin de la définition sans nier la valeur de cette approche. J'ai plutôt laissé résonner en moi d'abord la question. Je l'ai portée souvent, puis pas mal tout le temps, et voir qu'est-ce que cette question-là suscitait en moi, sans filtrer, sans me presser de mettre de l'ordre. Entrer en vulnérabilité. Entrer. Il y a du mouvement là-dedans. Et quand nous entrons quelque part, c'est clair que nous devons quitter un lieu pour accéder à un autre lieu. Ça peut sembler très banal comme constatation, mais il y a là un élément pour accéder à ce dont nous voulons parler. Quel mouvement se produit en nous quand nous entrons en vulnérabilité? Est-ce que nous quittons un lieu où il n'y a pas de vulnérabilité pour accéder à un autre où il n'y aurait que de la vulnérabilité? Ou bien, est-ce que nous serions déjà en vulnérabilité et quand nous entrons, ça veut dire que nous allons plus en profondeur dans une vulnérabilité qui est déjà là
pour explorer des champs intérieurs que nous habitions déjà, mais qui n'étaient pas nécessairement explorés. Autrement dit, entrer en vulnérabilité, est-ce que c'est une rupture avec le passé pour accéder à une réalité nouvelle, ou bien c'est une continuité dans notre vie pour explorer d'autres aspects plus en profondeur de cette réalité? Je n'ai pas la réponse, mais ce que je retiens, c'est l'importance pour moi de la vulnérabilité, de la voir comme un mouvement. Entrer en vulnérabilité. La préposition en n'est pas banale. Et me revenaient des parallèles qu'on peut faire, qu'on entend. On disait autrefois d'une personne, elle est entrée en religion. C'était pas la même chose que de dire qu'elle est entrée dans telle ou telle communauté. On disait d'un garçon qu'elle peut changer, il est en amour. C'est un petit peu différent que de dire qu'il aime telle ou telle personne. On va dire de deux personnes, ils sont en couple. Il y a une nuance différente que plutôt de dire ils se fréquentent. Et dans mon milieu, j'entends des expressions comme elle est entrée en soins palliatifs. C'est plus large que de dire elle est hospitalisée à tel hôpital. On va dire elle est en phase terminale. Elle est entrée en agonie. Alors, il me semble que la préposition en nous laisse entendre qu'entrer en vulnérabilité, ça concerne toute la personne. C'est global, la vulnérabilité. En tout cas, du moins, ce que la préposition nous suggère. Il y a un avant la vulnérabilité et il y a un après. Un mouvement, mais aussi une perception, un rapport au temps qui change. Entrer en vulnérabilité ou en sortir, ça se fait dans le temps. On ne fait pas ça nécessairement rapidement. Et la même préposition amène une réflexion quand on parle de en sortir. On disait de quelqu'un, il avait des problèmes de consommation, il en est sorti. C'est plus vaste que de dire il a arrêté de prendre la drogue. Ou une autre personne va dire elle était dans une relation toxique, elle en est sortie. C'est plus vaste que de dire elle a changé de partenaire ou elle a changé de style de vie. Alors que nous voulions ou non, sans que entrer en, ça nous amène dans un autre monde, celui de l'être de la personne. Mais venu aussi, je n'avais pas de contrôle là-dessus, je l'ai laissé monter, une autre constatation. C'est que entrer en vulnérabilité, la façon dont c'est posé, ça nous amène parfois à porter des jugements. Des jugements soit sur notre propre personne ou des jugements sur l'autre. Évidemment, on n'est pas obligé d'y consentir, mais ça vient. En tout cas, si ça ne vient pas, on en entend de ce type de jugement. Et souvent, les jugements vont s'exprimer autour du mot courage. Évidemment, courage, c'est un beau mot, un mot qui a sa noblesse, mais c'est un mot qui ne fait pas toujours du bien. Vous savez, il y a des malades qui vont nous dire carrément, je déteste qu'on me dise que j'ai du courage. Je n'en ai pas. En tout cas, je n'en ai pas tout le temps. Il y a des fois, je me trouve très, très lâche. Et puis, quand on me dit ça, il y a une pression. Il faut que je sois courageux jusqu'à la fin. Je ne peux pas les décevoir. Alors, et certains vont rajouter, même avec une certaine dureté, est-ce qu'ils disent ça pour se faire plaisir, parce qu'ils n'ont rien à dire, ou bien parce qu'ils ne veulent pas entendre ma souffrance? Chantal a touché à ça un petit peu tout à l'heure. Ou bien s'ils veulent vraiment me faire du bien. Alors, ça m'amène à poser
La question, consentir à entrer en vulnérabilité, est-ce que c'est une lâcheté ou c'est du courage? Je me souviens de la jeune maman qui m'avait dit de façon assez claire, demandez-moi pas surtout d'accepter. Je vous préviens, je vais demeurer en colère jusqu'à la fin. Par amour de mes enfants, par responsabilité envers mes enfants, je me refuse à les abandonner. Est-ce que cette femme-là refusait d'entrer en vulnérabilité? Ou bien si elle allait au bout de sa vulnérabilité en refusant ce qui lui arrivait? Est-ce qu'elle est courageuse ou elle manque de courage? La même question peut se poser au sujet de en sortir. Vouloir sortir de la vulnérabilité, est-ce que c'est de lâcheté ou du courage? C'est pas une question théorique parce que dépendant de ce que moi je peux ressentir, veux pas, ça va colorer mon accompagnement. Alors, quand un malade fait tout pour guérir, il sait très bien qu'il va mourir. Il prend tout ce qui passe, un chimio sur chimio, quitte à entrer dans l'acharnement thérapeutique. Est-ce que c'est quelqu'un qui refuse d'entrer en vulnérabilité? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut absolument en sortir? Ou si c'est quelqu'un qui va au bout de sa vulnérabilité? Et évidemment, se pose ici la question très délicate de l'aide médicale à mourir. Demander l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est un refus d'entrer en vulnérabilité ou bien d'aller au bout? Est-ce que c'est un refus d'en sortir ou une façon d'en sortir? Les jugements ne sont pas loin. Alors, il y a le courage, il y a les images que ça provoque, mais aussi cette question d'entrer dedans ou d'en sortir m'a amené aussi à prendre une conscience encore plus vive de certaines façons de voir qui circulent actuellement et qui viennent peut-être contaminer les réponses à la question. Et je pense entre autres à l'image qu'on entend souvent, l'image du combat. Après des années de lutte courageuse, elle a perdu son combat contre le cancer. Ou l'inverse, elle est guérie, elle a été tellement courageuse, elle a lutté, elle a gagné son combat. Alors un combat gagné ou perdu, selon cette vision, est-ce que c'est une bonne façon de poser la question d'entrer en vulnérabilité ou la sortir? Alors, j'apporte pas de réponse, mais plus cette question, je la laissais se déballer, se déployer, je voyais que ça avait énormément d'implications dans l'accompagnement. Alors, j'ai exclu de parler de la vulnérabilité des proches et des soignants parce que j'ai constaté que cette question-là était abordée par d'autres personnes, qu'on vient de l'entendre de façon assez remarquable. Nous aurions pu également aborder ensemble la question de la vulnérabilité des soins palliatifs dans nos milieux. Ils sont en effet très fragiles. C'est un droit, les soins palliatifs, c'est reconnu dans la loi. Mais il faut voir que sur le terrain, c'est vraiment pas tout le monde qui a accès et c'est pas tout le monde qui a accès à des soins palliatifs de qualité. Mais j'entrerai pas là-dedans. Je veux m'attarder, si vous voulez bien, à ce que vivent les proches. Pardon, ce que vivent les personnes malades, parce que ce sont nos maîtres. Il y a une petite voix intérieure qui me disait, mais qui es-tu pour parler de la vulnérabilité des autres? Qu'est-ce que tu en sais? Alors évidemment, j'ai choisi de ne pas parler en leur nom, mais de les laisser parler. On va les écouter ensemble, quelques-uns. Et où est-ce que j'ai pris leur parole? Durant mon travail, il m'a été amené à animer avec un travailleur social des groupes de soutien d'hommes ou de femmes. Et évidemment, à un moment donné ou l'autre, j'ai été touché par
des propos qui se sont incrustés en moi. Je les ai regoûtés, ruminés. Et je crois que ces gens-là, à leur façon, parlent de leur vulnérabilité, leur façon de s'en sortir ou pas s'en sortir. Je préviens, ce n'est pas une analyse phénoménologique, ce n'était pas dans un contexte de recherche, mais plutôt dans un contexte d'écouter ce qui se passait. Première phrase, dans un groupe d'hommes, durant ces rencontres, évidemment, ces hommes-là se parlaient de la maladie. Ils parlaient pas juste de ça, ils parlaient aussi de la maladie. Ils s'informaient les uns des autres, ils se donnaient des nouvelles, parfois bonnes, parfois moins bonnes. Et puis tout à coup, presque à chaque fois, un membre ou l'autre du groupe disait, on est rendu là. Personne n'était surpris de cette phrase-là. On dirait qu'on l'attendait. C'était comme une espèce de rituel qui revenait à chaque fois. On est rendu là. C'était pas une façon je dirais, de couper la discussion. C'était pas une réflexion banale. C'était plus comme un point de suspension tout à coup, où chacun se retrouvait devant sa propre vulnérabilité. Oui, je suis rendu là. Alors, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, cette phrase-là revenait. Puis chacun se situait. Venait pas longtemps après une autre phrase, des fois par la même personne, mais qui venait compléter la première après un certain temps. On est rendu là, mais on est encore là. Et là, on abordait, je dirais, une autre facette de leur vulnérabilité. On est encore là. Parfois, dans le groupe, on annonçait des décès. On est encore là, ça veut dire qu'on est content d'être vivant. Et on partageait souvent, à cette occasion-là, des raisons, des motivations de se réjouir d'être encore vivant. On célébrait la vie par des petits détails. Hein. Des fois, c'était simplement d'avoir été capable d'aller prendre une marche. Donc, en vulnérabilité, on est rendu là, oui, il faut être réaliste, mais c'est pas fatal d'être juste dans la vulnérabilité. Il y a des moments de vie, il y a des moments d'espoir, des moments de grand désir. Il faut reconnaître qu'il y avait aussi dans le groupe des personnes pour qui c'était pas une nouvelle d'être rendus là. Ils étaient fatigués, tout simplement fatigués d'être malades. Ils avaient hâte que la mort vienne parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, on est rendu là, on est encore là, deux petites voies d'accès sur la façon dont ces personnes-là perçoivent leur vulnérabilité. Troisième phrase, elle est venue surtout dans un groupe de femmes et c'est évident que un des moments majeurs où la vulnérabilité frappe avec violence pour ces personnes, c'est l'annonce du diagnostic. Et cette femme-là dit avec une lucidité, une clarté qui dérange. Lorsque j'ai eu mon diagnostic, j'ai eu l'impression d'être éjecté d'un train en marche. Le train, plein de monde, a continué sans moi. Je me suis retrouvé seul sur le bord de la voie ferrée, à marcher vers l'inconnu. Y aura-t-il une gare plus loin où je pourrai me reposer et des gens pour prendre soin de moi? Des images, je crois, violentes. C'est sûr que la conversation avec le médecin a été plus longue que ce que je viens de décrire, mais une phrase a complètement fait basculer sa vie. C'est cancéreux et c'est malin. Et il y a une tempête intérieure qui s'est déclenchée chez cette femme. Il y a un choc. Cette femme va sortir du bureau du médecin et elle devra annoncer à ses proches ce qui lui arrive. Elle devient à son tour porteuse de mauvaises nouvelles. Et comme une éponge déjà gonflée de sa propre peine, elle absorbera
celle des autres. Elle a besoin d'être consolée, mais en même temps, elle devra consoler. Des images très fortes. Et en état de choc, elle n'a pas immédiatement accès à ce qui lui permettra peut-être plus tard de développer des stratégies d'adaptation. Elle n'est pas à se demander est-ce que je vais entrer en vulnérabilité ou je vais en sortir. Elle est en état de choc. Ça m'apparaît un des moments peut-être les plus marquants chez les gens que je rencontre de l'accès ou leur expérience de la vulnérabilité. Est-ce qu'il y a de la lumière dans son expérience? Oui. Et la première lumière qu'il y a, ce sont les autres. Et elle me dit, puis tous ces gens-là me disaient souvent dans leurs propos que on n'est jamais vulnérable tout seul. On est vulnérable avec d'autres. Et s'il y a possibilité de vivre avec la vulnérabilité sans qu'elle nous détruise, ça ne peut pas se faire sans les autres. Évidemment, il y a toutes les personnes qui font partie de sa vie. Déjà, il lui manque, elle se retrouve toute seule. Elle sait très bien, l'intuition très bien qu'un jour, ils vont lui manquer parce que la relation va changer. Mais elle rajoute une phrase qui nous dit que cette femme-là, dans sa vulnérabilité, spontanément, il y a de l'espoir, une petite lumière. Y aura-t-il une gare plus loin où je pourrais me reposer et des gens pour prendre soin de moi? Elle ne sait pas qui sont ces gens qui pourront prendre soin d'elle ou comment ils le feraient, mais elle espère. C'est pas très rationnel son espoir, mais elle a tout simplement confiance en la bonté humaine. Et d'ailleurs, elle puise dans sa propre expérience de vie parce qu'elle-même, à l'occasion, elle a été une garde pour d'autres qui étaient blessés. Autre phrase, retrouver ma ligne d'horizon, ma perspective, ma direction. Une autre femme dans le groupe qui avait eu elle aussi son diagnostic, elle avait eu son état de choc, elle avait alors rentré la tête dans ses épaules, se repliant instinctivement sur elle-même, dans une position fétale, parfois physique, psychologique et je dirais même spirituelle. Elle a encaissé le coup. Et petit à petit, quand elle reçut son expérience de vulnérabilité, elle réalise qu'elle s'est comme dépliée de sa position fétale. Elle a refusé de s'écraser, de tourner en rond, de faire du surplace, de mariner dans le négatif. Et au cours des mois qui ont suivi, toujours en relecture, elle reconnaît s'être donné de l'espace. Je ne suis pas que ma maladie. Elle a remis les choses en perspective. Elle a repris du souffle. Elle a retrouvé de l'illimité dans sa limite. Retrouver ma ligne d'horizon, ma perspective, ma direction. Et je crois que nous sommes à ce moment-là vraiment dans le domaine du spirituel. Et quand cette femme en parlait, il y avait quelque chose qui vibrait chez les autres. Et elles partageaient dans leur moi à elles, comment dans leur vulnérabilité, il leur arrivait de retrouver elles-mêmes leur ligne d'horizon, sans utiliser les mêmes mots, et comment jusqu'à quel point ça changeait quelque chose. On s'assouplit avec la maladie, on devient une meilleure personne. Avec la maladie, on est forcé à arrêter. On revient à nos valeurs, on prend un autre rythme et on apprécie plus. Mon futur, pour moi, c'est maintenant tous les jours. On goûte davantage. Chaque moment devient important. C'était ce que ça produisait. Le fait de retrouver leur horizon, et je dirais dans mes mots à moi, de reconnecter avec leur spiritualité. Une va, je dirais, synthétiser tout ça en disant, la maladie, ça m'éveille à l'être humain. La vie change avec la maladie. On apprend à vivre cette vie
et découvrir ce qui est bon pour soi. Alors, en synthèse, je dirais que nous avons laissé parler ces personnes qui ont fait, qui faisaient au moment du partage. Et je précise à ce moment-ci que les phrases que je vous ai citées, j'ai eu leur consentement. Faut dire aussi que ça s'est étendu dans le temps, donc presque toutes ces personnes-là sont décédées actuellement. Ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ça répond à la question? Je ne crois pas. En tout cas, j'en doute. Mais à partir de leur expérience et de celles que vous avez, sur lesquelles on pourra peut-être partager, il y a quelques lumières qui sont apportées en réponse à cette question. Je dirais que la question est peut-être un petit peu plus dénouée, peut-être un petit peu moins, entre parenthèses, tordue. Donc, entrer en vulnérabilité, ça fait appel au réalisme. On est rendu là, mais on est encore là. Ça fait appel à la reconnaissance que nous avons besoin des autres pour conserver l'espoir qu'il y aura quelqu'un qui prendra soin de nous. La nécessité de retrouver sa ligne d'horizon, qui est possiblement sa spiritualité. Et je termine par une phrase d'un jeune homme malade, celle-là, elle s'est imprégnée, je pense, jusqu'à la fin de mes jours, que je trouve très parlante. Lui ne parlait pas en termes qui sont les nôtres d'aujourd'hui, il ne parlait pas de sa vulnérabilité, et c'est un homme qui est entré en vulnérabilité, celle de sa maladie, et il faisait allusion à un sport qu'il aimait pratiquer beaucoup, la plongée en apnée. Et je vous cite cette phrase, c'est comme plonger en apnée en eau froide. Au fond de l'eau, c'est la paix. Il faut être prudent. Il faut une corde et surtout, il faut avoir confiance dans ceux qui nous aident. Donc, entrer en vulnérabilité, c'est choisir de plonger en apnée. Une question de souffle. Et la spiritualité, comme dit un auteur, c'est l'art d'avoir du souffle. L'eau est froide. Il faut être prudent. Nous avons besoin d'une corde. Et surtout avoir confiance dans ceux qui nous aident. Et il nous dit qu'une fois au fond de l'eau, c'est la paix. Donc voilà ce que je voulais partager, me faire le transmetteur de ces quelques phrases que j'ai entendues, où ces hommes et ces femmes malades nous parlent de leur propre entrée en spiritualité, en souhaitant que ça alimente notre réflexion. Merci. Merci, Gilles. Beaucoup de profondeur. Le goût de répondre avec un humour respectueux, que je suis heureuse que ma question ait pu susciter ta réflexion et que tu aies nous la partager avec tant de beauté. Merci beaucoup. Alors, merci encore à nos deux conférenciers, à Chantal, à Gilles. Merci d'avoir été avec nous ce matin et de continuer la réflexion avec nous. Merci aux personnes qui ont été présentes dans le public. Alors, on se retrouve la semaine prochaine.